Bonsoir à tous. Je m'appelle Jennifer Withrow et je suis conservatrice en chef adjointe à la Galerie McMichael à Kleinburg. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour profiter d'une heure avec notre invité d'honneur, commissaire de l'exposition de la McMichael, Le fleuve des rêves, et experte sur l'art québécois Anne-Marie Bouchard, qui vous emmènera sur un voyage le long du Saint-Laurent et de ces paysages tels que vus par les impressionnistes québécois légendaires, ce dont entre autres James Wilson Morris, Marc Aurèle de Foix-sur-Côté, Maurice Cullen, Clarence Gagnon et William Brimner, Ozias Leduc, Henrietta Mabel May. Anne-Marie Bouchard remettra les œuvres de ces artistes en contexte dans une société québécoise en rapide mutation, où la ruralité fait place à la modernité. D'abord, une reconnaissance territoriale. La galerie McMichael est située sur les terres d'origine du peuple Ojibwe, Anishinaabe et Huron-Wendat. C'est situé de manière unique du long du Caring Place Trail, qui a historiquement fourni un lien intégral pour les peuples autochtones entre la rive du lac Ontario et la région du lac Simcoe et de la baie Georgienne. Anne-Marie diffuse à partir de la ville de Québec, qui est située sur les terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Avant de vous présenter notre conférencière ce soir, permettez-moi d'abord de m'occuper de quelques petits détails. Cette conversation est enregistrée et l'enregistrement sera affiché sur notre chaîne YouTube demain ou après-demain. C'est la chaîne YouTube McMichael. Si vous voulez partager avec quelqu'un qui aurait aimé être ici avec nous ce soir, envoyez le lien sur notre chaîne YouTube. Nous avons réservé le temps à la fin pour les questions. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, sur le bouton chat. J'essaierai d'en demander autant que possible à Anne-Marie à la fin de sa présentation. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion de voir l'exposition Le fleuve des rêves qui a ouvert à la Galerie McMichael fin mois de juin. Si vous n'êtes pas encore venu, ne tardez pas de prévoir un voyage à Kleinburg. À remarquer, tous les textes dans l'exposition sont disponibles en français dans chaque salle. Nous sommes ravis de pouvoir offrir une programmation virtuelle gratuite en anglais et en français pour faire découvrir l'art canadien au public partout au Canada et aux audiences internationaux. Ceci est rendu possible grâce aux contributions des donateurs. Donc, si vous avez apprécié la présentation ce soir, pensez à devenir membre, à faire un don ou à acheter le livre qui accompagne cette exposition dans notre boutique en personne ou en ligne. Alors, enfin, je vous présente notre invitée ce soir, historienne d'art, commissaire d'art indépendante et grande amie de notre musée, Anne-Marie Bouchard. Anne-Marie a passé presque 10 ans comme conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec. Après un doctorat en histoire de l'art obtenu de l'Université de Montréal, elle a été boursière postdoctorale au Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture, puis du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada. Anne-Marie, je vous cède enfin la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Jennifer. Merci de me donner l'opportunité en fait de présenter cette merveilleuse exposition en français, donc dans ma langue maternelle. J'ai déjà fait la conférence, environ la même conférence, le 23 juin à Kleinburg lors de l'ouverture de l'exposition. Mais c'est vraiment spécial pour moi de pouvoir le faire en français, d'autant plus que vous allez le voir, c'est vraiment un tour du fleuve Saint-Laurent qui se fait sur les terres du Québec. Donc, je suis vraiment dans le topo, on est vraiment dans le sujet aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran juste un petit instant, puis vous allez pouvoir voir d'entrée de jeu la magnifique publication, donc, qui est en vente à la boutique de la McMichael, mais qui est aussi disponible en ligne sur le site des éditions Goose Lane. Donc, je vous invite, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus sur l'exposition, il y a de nombreux auteurs qui ont participé. C'est 256 pages, donc c'est une publication assez conséquente. Presque toutes les œuvres de l'exposition s'y retrouvent. Certaines sont même en surplus. Donc, c'est vraiment plein de textes très intéressants sur différents sujets et c'est un tour du Saint-Laurent qu'on fait en passant par les différentes régions en partant de Montréal.
Donc, c'est un peu le plan que je vous propose ce soir. Donc, j'ai laissé le titre en anglais parce que c'est le titre de l'exposition dans ma tête aussi, River of Dreams, Impressionism on the St. Lawrence. Donc, une rivière de rêve, l'impressionnisme sur le Saint-Laurent. C'est un projet d'exposition qui est né il y a quelques années, donc autour de 2021, si je ne me trompe pas. Jennifer Whitrow, que vous venez juste de rencontrer, et Sarah Milroy, qui est la conservatrice en chef et la directrice de la McMichael, étaient venues à Québec pour me rendre visite et pour voir les collections permanentes. Et en discutant avec elle, en fait, on s'était rendu compte lorsqu'on était dans les salles que, ben, il y avait énormément d'œuvres qui parlaient du Saint-Laurent et ça les intéressait en fait de faire une exposition sur ce sujet à Toronto, puisque, ben, en fait, vous allez le découvrir, mais probablement que certains d'entre vous le savez déjà, mais de nombreux touristes anglophones aimaient beaucoup faire la navigation sur le Saint-Laurent dès le 19e siècle. C'était un tour du littoral du Saint-Laurent à partir soit de l'Ontario ou de Montréal, qui leur permettait donc de découvrir autant la rive sud que la rive nord et ses paysages, avec différents arrêts qui étaient prévus à travers les régions du Québec. Et en fait, ce circuit touristique-là est aussi devenu un circuit où peut-être qu'il était, en fait, il était déjà avant, mais était aussi un circuit artistique, dans la mesure où les peintres ont aussi besoin des circuits qui sont des transports pour pouvoir se promener. Et plusieurs d'entre eux ont également eu l'occasion à de nombreuses reprises donc de faire ce voyage autour du Saint-Laurent qui leur permettait en fait de découvrir des paysages qui étaient plus ruraux aussi que ceux qu'ils pouvaient connaître, par exemple, des régions de Toronto, de Montréal ou de Québec. Donc, ce sera un voyage à travers le Saint-Laurent à partir de Montréal, en allant jusqu'à Charlevoix, en passant par les régions de la Montérégie, plus particulièrement du Mont-Saint-Hilaire, par la suite la région des Laurentides, Arthabasca au sud, qui est aujourd'hui la région des Bois-Francs, pour finalement faire un arrêt à Québec et découvrir la région de Charlevoix, qui a vraiment été une source d'inspiration importante, autant pour les impressionnistes québécois que pour, par la suite, certains des peintres qui sont devenus des membres du groupe des Sept, donc qui est né à Toronto au début des années 20. Donc, j'avance le tout. Ça va peut-être jamais aller aussi vite. Un petit instant, voilà. Donc, ici, on trouve une carte, en fait, que l'on peut voir également à l'entrée de l'exposition, donc à Kleinberg, à la McMichael, qui est une carte, en fait, qui a été produite par le gouvernement du Québec en 1929 et qui présente l'ensemble des régions du Québec qui étaient susceptibles d'être visitées par les touristes. Donc, vous voyez, c'est marqué carte routière et touristique de la province de Québec, mais était publiée également par le ministère de la Colonisation à l'époque puisque d'une certaine façon, on peut dire que occuper le territoire en le colonisant permettait aussi aux touristes de s'y rendre. Donc, il y avait quand même une vision qui était cohérente là, entre les deux orientations de cette carte-là. Donc, on voit les différentes régions, évidemment, Montréal au bas, tout en bas, l'île. Par la suite, on voit les régions de Trois-Rivières, Québec. Et si vous regardez bien, dépendamment de la grandeur de l'écran sur lequel vous regardez ce webinaire, vous pouvez voir toutes sortes d'inscriptions en rouge un peu partout dans les différentes régions sur le territoire. Elles sont à la fois en anglais et en français. On voit parfois que c'est écrit essences diverses de bois, dépôts de glaise, caribou. On voit aussi, par exemple, que c'est marqué chevreuil, perche, truite, essences diverses d'arbres, encore une fois, agriculture, des loutres. Donc, c'est une carte qui permettait à la fois de voir l'ensemble du réseau routier qui était disponible donc pour la circulation entre les régions avec des autoroutes qui étaient quand même assez modernes. Et puis également, ben, les différentes ressources ou ce à quoi on pouvait s'attendre comme ressources naturelles qui pouvaient être visibles, donc autant pour les touristes, mais aussi exploitables pour les personnes qui seraient intéressées à aller coloniser ce territoire. Il faut savoir qu'au début des années 1900, il y a une accélération vraiment importante de l'urbanisation au Québec. Donc, de plus en plus de gens vont se déplacer vers les villes au fur et à mesure que la révolution industrielle, donc et l'industrialisation des différentes productions québécoises se fait dans les grands centres urbains. Donc, les gens deviennent des ouvriers et vont le plus souvent résider dans la ville dans laquelle ils travaillent. Donc, le gouvernement a quand même une certaine volonté de poursuivre l'occupation du territoire à l'extérieur des grands centres urbains
pour favoriser d'une certaine façon une forme d'autonomie, autant en termes d'agriculture, donc pour nourrir la population des villes qui est grandissante, mais aussi pour permettre donc l'occupation du territoire et son exploitation, l'exploitation de ses différentes ressources. Donc, on voit que disons, les ambitions du gouvernement du Québec à cette époque-là étaient quand même très importantes. Et d'un autre côté, on peut faire le lien donc entre cette espèce de volonté de développer à la fois le tourisme et finalement le développement des moyens de transport et le développement des arts, puisque peut-être que le savez-vous, mais le Canadien Pacifique, par exemple, qui il développait les chemins de fer, a longtemps fourni gratuitement donc le transport aux artistes qui souhaitaient emprunter les chemins de fer canadiens pour découvrir le paysage, dans la mesure où on considérait qu'ils étaient d'une certaine façon des personnes qui pouvaient par la suite proposer des images de ce même territoire et favoriser son occupation. Et donc, il y a toujours eu cette volonté-là, cohérente là, donc, d'un développement régional et d'une occupation du territoire et de sa mise en visibilité par les artistes. J'avance. Je vous présente quelques documents qui ne sont pas nécessairement dans l'exposition ni dans le catalogue. Il y a des documents surprises aussi dans une conférence. Ça fait partie de l'intérêt d'y assister. Quelques documents, des cartes postales colorisées pour la plupart, donc qui datent du début du 20e siècle, dans lesquels on voit à la fois les réseaux chemins de fer ou encore les bateaux à la vapeur, parce qu'il y a de nombreuses compagnies de navigation à cette époque, dont la plus importante ou presque est probablement la compagnie de navigation de l'Ontario et du Richelieu, qui va devenir par la suite la Canadian Steamship Lines. Donc, on produire toutes sortes de cartes postales qui mettent en valeur leurs propres réseaux de transport, les paysages qu'on peut voir donc en empruntant le bateau ou le train. Et on trouve aussi à l'époque, donc, évidemment, les différents hôtels qui sont bâtis comme le château Frontenac ou différents hôtels qui vont appartenir aux grandes compagnies de transport pour lesquels on va aussi publier des cartes postales. Donc, ça permet aux gens soit de les acheter tout au long de leur périple ou encore d'organiser leur périple en fonction genre, de ces attractions hôtelières et touristiques là, qui deviennent de plus en plus populaires et qui sont de mieux en mieux connues justement à travers cette production de cartes postales qui sont vraiment répandues massivement et aisément accessibles à n'importe qui dans la population. Donc, je parlais de la compagnie de navigation Richelieu et Ontario. Donc, voici un des bateaux à vapeur de la compagnie stationné à Québec. Donc, on voit le séminaire à l'arrière vers 1910. Donc, on est vraiment dans les années où potentiellement un des peintres que vous allez peut-être découvrir ce soir, si vous ne les connaissez pas déjà tous, ont pu avoir emprunté donc de ces bateaux à vapeur pour se promener d'une région à une autre. On publie aussi à l'époque des guides touristiques qui permettent aux gens de vraiment avoir un accès facilité et un peu plus intelligible donc à l'ensemble des attractions qu'on retrouve sur le territoire. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant, je trouve, dans celui-là, donc qui a été publié justement par le département des routes, mais c'est en fait c'est la facture visuelle du document où on voit à la fois cette espèce d'idée de tradition et modernité, en fait, où il y a la voiture qui passe près d'un chemin de croix ou encore de l'autre côté, la carriole qui est encore présente et vraiment ce style typique de Marc-Aurèle-Fortin qu'on retrouve à la fois dans le traitement des arbres et dans les montagnes. Donc, c'est le type de document qui était massivement produit pour être circulé et qui pouvait tomber entre les mains de tous les touristes, dans lesquels on trouvait vraiment là, différentes informations à propos des régions qui pouvaient être visitées. Donc, l'exposition River of Dreams, une rivière de rêve, un fleuve de rêve, c'est vraiment une exposition qui se veut un voyage dans le temps autour d'un fleuve qui est devenu, disons, un des principaux sujets d'observation et de sujets de peinture de plusieurs des artistes les plus importants du Québec au début du 20e siècle. Il faut savoir en fait que plusieurs d'entre eux, je pense à Clarence Gagnon, Marc-Aurèle Defoy, Suzor Côté, ou Osias Leduc, parfois ont soit étudié en Europe ou été grandement inspirés par les courants européens. Plusieurs d'entre eux étaient très inspirés par l'impressionnisme français, mais lorsqu'ils sont revenus au Québec, ils ont vraiment eu envie d'adapter en fait l'impressionnisme dont ils maîtrisaient pour la plupart le style, pour l'adapter donc au paysage qu'on retrouvait au Québec. Et pendant un certain temps, c'est assez intéressant parce qu'on voit parmi les premiers là, à avoir vraiment
tenter cette adaptation-là. Évidemment, on trouve Maurice Collen, qui est un précurseur important au Québec, mais aussi William Bremner, qui va avoir une importance considérable par la suite, puisqu'il deviendra professeur à l'Art Association of Montreal, qui sera une des principales écoles où les jeunes peintres apprendront donc leur métier au début du 20e siècle. Et il y a vraiment un réseau important autour de William Bremner qui va se développer. Et il fait partie des premiers donc, à aller visiter la côte de Beaupré et l'île d'Orléans, mais aussi un peu plus loin vers Charlevoix. Et ce qui est intéressant dans ces premiers paysages, dont on voit un exemple ici, c'est qu'on retrouve vraiment une facture de paysage qu'on peut retrouver chez les impressionnistes français, tout en étant vraiment situé dans des paysages qu'on reconnaît ayant la topographie typique des paysages québécois. Mais la facture reste quand même sensiblement la même. Et plus le temps va passer au début du 20e siècle, plus on va voir que le paysage évolue, parce que le paysage va toujours demeurer, puis je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, le paysage a la possibilité de nous faire vivre des émotions extrêmement, extrêmement bouleversantes dans la mesure où on peut y reconnaître quelque chose qu'on apprécie vraiment, un paysage qu'on a déjà vu, un paysage de notre région natale ou un paysage encore d'une région qu'on affectionne, qu'on a pu visiter quelques fois. Et donc, ces émotions-là vont contribuer à l'affection que le public en général a pour le paysage. Et malgré, en fait, c'est en se fondant là-dessus ou en décidant de vraiment de prendre ça pour acquis que certains peintres vont tranquillement vraiment tester les limites du modernisme qu'ils peuvent injecter dans le paysage. Et donc, le paysage est un peu une clé ou un passe-partout qui leur permet de faire des expérimentations stylistiques, des expérimentations artistiques un peu plus poussées, tout en conservant l'affection du public, donc en s'assurant d'une certaine façon que le public soit encore friand ou que les critiques soient favorables à leurs expérimentations artistiques. Donc ici, c'est un paysage de 1885 de William Bremner. Donc on voit la facture est assez, peut faire penser, comme je le disais tout à l'heure, à des paysages français qu'on va trouver. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on voit se développer vraiment une facture qui va aussi parfois nous rappeler d'autres groupes stylistiques ou d'autres mouvements artistiques qu'on retrouve soit en Europe ou soit aux États-Unis, chez lesquels les peintres, en fait, vont prendre pour l'essentiel leur source d'inspiration. Ce tableau d'Ozias Leduc, Les Foins, de 1901, il est en exposition à la McMichael actuellement et c'est un achat tout récent, donc pas de la McMichael, mais d'un de donateur privé. C'est un tableau qui a été mis aux enchères récemment et il est mis en collaboration, il est mis en exposition avec deux autres tableaux de 1901 aussi. Et c'est la première fois que ces trois tableaux-là qui ont été produits de façon euh, c'est presque en même temps, donc, sont exposés ensemble pour la première fois à Toronto. C'est la première fois qu'ils sont réunis. On trouve parmi ceux-là la ferme Choquette, que vous allez voir un petit peu plus loin dans ma présentation. Et un autre tableau qui est une scène de la bourre d'automne, qui n'est pas présente dans ma présentation, mais qui est présente dans le livre. Donc, je vous encourage à aller le voir. Ce sont des tableaux qui sont tous d'égal format. Et en fait, c'est comme si on présente vraiment la transition d'une saison à une autre. Donc, ici, la moisson. Et ce qui est intéressant dans ces tableaux-là, c'est qu'ils ont vraiment une facture particulière. Celui-là en particulier a vraiment un côté plus pointillé. C'est en fait qu'on retrouve assez peu chez Ozias Leduc, mais qui est aussi associé à des mouvements qui sont pratiquement contemporains en France, donc le néo-impressionnisme. Et les scènes les scènes paysannes comme ça, on les retrouvait assez fréquemment aussi dans la peinture de l'autre côté de l'Atlantique au même moment, au début des années 1900. Il faut dire qu'au Québec, ça se situe dans un mouvement qu'on a souvent associé au régionalisme, qui est un mouvement international, qui est un mouvement qui est un peu en réaction à l'industrialisation et avec cette idée, donc, en arrière-fond qu'il faut absolument tenter de conserver des modes d'existence ou des traditions qui sont susceptibles de disparaître, étant donné, donc, l'urbanisation grandissante et la transformation des terres. Donc, puisqu'il y a de moins en moins de gens qui cultivent la terre et de plus en plus de gens qui travaillent comme ouvriers dans des usines, ce mouvement-là va d'abord apparaître en Europe. Donc, le régionalisme français est quelque chose d'assez bien documenté à l'époque, donc, où Ozias Leduc fait ça en 1901.
Et ça donne, on associe donc cette paysannerie-là, donc à un mode de vie rural, quelque chose qui est un peu plus moral par rapport à la décadence qu'on retrouverait dans les villes. Et c'est vraiment, il y a tout un espèce de sous-entendu idéologique particulier, donc qu'on retrouve en France à cette époque-là sous le régionalisme. C'est très foisonnant, c'est très d'actualité et c'est d'autant plus intéressant en fait de voir que était-il au courant de tout ça? J'en ai aucune idée, mais probablement parce que énormément de magazines et de revues artistiques françaises circulaient au Québec à cette époque-là. C'est intéressant de voir que Ozias Leduc emprunte aussi cette idée-là, donc de montrer le paysan en train de travailler à sa terre comme étant, on sent, ben, c'est les labours, on sent qu'il y a du travail qui est en train de se faire, mais en même temps, ça peut aussi symboliser une autre façon d'habiter le territoire par rapport à la ville qui est en train de se développer. Ozias-le-Duc était surtout basé à Saint-Hilaire. Et en fait, les tableaux qu'il a fait pour la famille Choquette se sont situés donc à Belleuil. Donc, on est vraiment sur la rive sud de Montréal. À peu près au même moment, William Bremner va continuer à visiter plusieurs des régions qui sont après Québec. Donc, tantôt, je parlais de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans. Donc, voici un des tableaux qu'il a produit à l'île d'Orléans, justement, qui appartient au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est un tableau fort intéressant et qui a été, en fait, c'est il y a environ en 2017, je crois, il a été restauré parce qu'il était extrêmement sale. Donc, on voyait à peine les averses de pluie que vous pouvez admiré sur les Laurentides en arrière-fond. À l'époque où on a fait faire le nettoyage par le Centre de conservation du Québec, on pouvait presque pas non plus apercevoir la femme qui est penchée en train de travailler dans le champ. Donc, ça lui a redonné énormément de lumière. C'est un tableau d'un assez grand format. Et quand on parle donc d'impressionnisme en général, on va souvent parler de l'intérêt que les peintres vont avoir à travailler sur les atmosphères, sur les effets météorologiques, sur les fumées, sur les nuages, sur les effets de lumière aussi qui sont d'une certaine façon produits par tous ces effets atmosphériques-là. Et là, on a vraiment un exemple qui est probant et qui est extrêmement intéressant dans la mesure où on voit que les éclaircies dans les nuages se répercutent au sol en envoyant plus de lumière sur les champs. On voit aussi donc la pluie qui tombe sur les Laurentides. Ça ressemblait à ça aujourd'hui, la journée à Québec. C'est-à-dire qu'on avait de belles éclaircies, mais globalement, sur les Laurentides, on voyait qu'il pleuvait sans arrêt. Donc, on sent que le temps est assez lourd. C'est une journée d'été probablement assez chaude sur lesquelles il y a des orages qui se déversent tranquillement. Mais c'est vraiment intéressant, cette longue perspective qui nous mène presque jusqu'à la ville de Québec, donc où on voit vraiment l'île d'Orléans qui s'éloigne avec la côte de Beaupré de l'autre côté. Donc, c'est un tableau vraiment magnifique produit en 1903 par William Bremner. Parmi l'exposition, en fait, on trouve plusieurs photographies faites par Edith Watson, qui est une photographe américaine fort intéressante sur laquelle j'ai travaillé pendant un certain temps. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y a deux podcasts qui ont été faits sur mes recherches sur Edith Watson. C'est disponible sur la plupart des sites où on peut écouter des podcasts. Edith Watson, c'est une photographe américaine qui est très jeune. Elle est partie de chez ses parents. Elle habitait dans le coin du Connecticut, donc côte est américaine, au-dessus de New York. Elle a vraiment eu une éducation très libérale dans une famille où on valorisait beaucoup l'autonomie des femmes et leur savoir aussi. Et très rapidement, à l'âge de 16 ou 17 ans, elle est partie avec sa sœur et un âne et elles se sont mis à se promener sur toute la côte est américaine. Et à cette époque-là, elles produisaient toutes les deux des aquarelles qu'elles vendaient pour financer leur pérégrination. Et au fur et à mesure de ces pérégrinations-là, Edith Watson a rencontré une écrivaine qui venait des Bermudes, qui s'appelait Victoria Hayward. Et c'est devenu une très grande amie, peut-être concubine, avec laquelle elle a voyagé pendant de nombreuses années par la suite. Victoria Hayward écrivait des textes, Edith Watson prenait des photographies et elle publiait le tout dans des magazines. Et elles vont vraiment se prendre d'affection énormément pour le Canada jusqu'à publier de façon extrêmement fréquente dans le Canadian Magazine des photoreportages. Donc, on a toujours le texte et l'image. Et elles vont traverser le Canada au complet, d'est en ouest, plusieurs fois.
Elles s'arrêtent dans différentes communautés autochtones. Elles vont aussi s'arrêter dans des communautés immigrantes, par exemple des communautés ukrainiennes dans l'ouest du pays, en Saskatchewan, en Alberta. Et elles vont se promener beaucoup au Québec et faire plusieurs photographies de la côte de Beaupré, de Sainte-Anne-de-Beaupré particulièrement. Et elles vont être vraiment intéressées par les sculpteurs de bois qu'on trouve à la même époque. Je pense à Louis Jobin, par exemple, qui sont installés à Sainte-Anne-de-Beaupré et dont la sculpture décore encore les églises à cette époque-là. Donc, elles ont laissé une documentation visuelle et écrite incroyable. Elles racontent vraiment, Victoria Hayward, dans ses textes, raconte beaucoup leur quotidien, les rencontres qu'elles font, comment les gens, euh, ce qu'elles remarquent chez les gens. Donc, on est vraiment dans une analyse à la fois anthropologique et sociologique, mais un peu pittoresque aussi. Et au début des années 20, elles vont publier ensemble un livre qui va s'appeler Romantic Canada, qui est en quelque sorte un genre de premier grand livre touristique, guide touristique, fait sur tout le Canada au complet, avec les photographies de Edith Watson et les mots de Victoria Hayward. C'est un livre qui est vraiment magnifique, richement illustré, et on voit ce type de scène comme ça de 1905. Le C, c'est pour vers 1905, donc ça peut être 5 ans après, 5 ans avant. Donc, on a toujours un fragment comme ça. Et ça, ce sont des photographies qui, en plus de nous donner une image vraie, réelle de l'époque, donc de l'endroit où se situent la plupart des œuvres qui sont dans l'exposition, les œuvres peintes, on y trouve aussi une tendance chez Edith Watson à travailler de façon pictorialiste. Et le pictorialisme, à l'époque, c'était un mouvement en photographie qui souhaitait, d'une certaine façon, rendre les photographies uniques en travaillant sur ces photographies-là avec des crayons, avec des effaces, pour que chaque photographie devienne comme un document unique, parce que la photographie peut être reproductible autant qu'on veut. C'était vu comme quelque chose d'assez, avec un potentiel mercantile assez grand, et on voulait lui redonner ses lettres on voulait lui donner des lettres de noblesse en empruntant à la peinture cette idée que c'était une chose unique qui avait été faite par la main du ou de la photographe. Dans son cas, je doute qu'elle les ait travaillées, mais elle aime beaucoup travailler sur le flou. Toutes les photos ne sont pas floues, mais il y a toujours cette idée un peu là, que ça peut, je ne sais pas, il y a visuellement quelque chose qui nous rattache assez bien à l'impressionnisme. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle va évidemment prendre les mêmes sujets. Donc, elle connaît bien la culture visuelle de son temps et elle va s'intéresser aux scènes de labour. Là, je pourrais en montrer plusieurs, mais dans l'exposition, il y a une scène qui a été reprise par Clarence Gagnon, par Maurice Cullen, c'est toujours les bœufs au labour. Donc, on en trouve ici un autre exemple et c'est celui-là est titré Une procession sans fin. Donc, je parlais de Bœuf au labour, donc Nuit d'été de Maurice Colonne, un des premiers aussi peintres avec William Bremner à s'être déplacé sur la côte de Beaupré à de nombreuses reprises. Et c'est assez intéressant. Il y a une historienne, Madeleine Landry, qui a fait un livre sur les peintres de la côte de Beaupré, dans la mesure où ils se retrouvaient souvent à plusieurs, durant l'été ou durant l'hiver, à séjourner sur la côte de Beaupré ou à l'île d'Orléans pour peindre ensemble. Et il n'y avait pas seulement des peintres dans le groupe, il y avait aussi des intellectuels, des écrivains. Donc, on avait ce petit groupe d'artistes-là qui était presque une école artistique d'une certaine façon, qui se retrouvait aux différentes saisons pour cohabiter ensemble et partager donc leurs expérimentations artistiques ou leurs visées sur l'art. Et il faut savoir à l'époque que Sainte-Anne-de-Beaupré, évidemment, c'est une petite ville, là, mais il y a quand même la basilique cathédrale Sainte-Anne-de-Beaupré qui, depuis extrêmement longtemps, est un lieu de pèlerinage pour toute l'Amérique du Nord et va accueillir près de 170 000 personnes par année à partir des années 1900, un petit peu avant. Donc, le train, le bateau, c'est une région qui est assez facilement accessible par le transport à cette époque-là. Et donc, on a des moments où il y a énormément de gens qui sont là et on a besoin d'infrastructures. Et finalement, les peintres vont aussi bénéficier de ces infrastructures-là puisque ça leur permet de séjourner à cet endroit-là et d'avoir accès rapidement, tout juste à côté, à des scènes qui ont l'air d'être sorties d'un passé très, très, très lointain, des scènes véritablement rurales, bien qu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, ils aient accès à quand même un certain confort.
Une des œuvres les plus intéressantes, en fait, de l'exposition, mais ça, j'ai aucune neutralité, j'ai aucune, en fait, j'ai aucune objectivité quand j'en parle. C'est une œuvre de la collection du Musée national des beaux-arts du Québec, qui a toujours été une de mes préférées de la collection, donc L'Anse des mers de 1904, peinte par Maurice Colonne. On retrouve L'Anse des mers version automnale que vous voyez ici, au Musée national des beaux-arts du Québec, mais il y a aussi une version hivernale qui est conservée à la Hamilton Art Gallery, si jamais vous passez par Hamilton, qui est exactement le même format et qui donne vraiment c'est un cachet tout à fait différent à la scène. C'est une scène extrêmement intéressante, en fait, de la vue en plongée, la vue sur Lévis, le Cap Diamant, les maisons. Si vous êtes déjà venu à Québec ou si vous habitez à Québec, on reconnaît certaines des maisons, dont celle qui est dans le Cap, qui est toujours là aujourd'hui. Et donc, on voit que le littoral à l'époque n'avait pas été retravaillé. Les berges se rendraient très, très loin derrière les maisons. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant à la fois dans le travail donc de la peinture du ciel qui est tout en dégradé, qui est vraiment en délicatesse, et puis en même temps, tous ces petits les vêtements qui sont suspendus au corde à linge. Donc, c'est un des chefs-d'œuvre de Maurice Colonne à n'en point douter. Puis, c'est une œuvre qui a été une source d'inspiration pour plusieurs artistes, en fait, parce que cette œuvre-là a été exposée. Les critiques ont été globalement très, très, très positifs. Et jusqu'aux années 1940, je pense à certains artistes, des peintres juifs de Montréal, entre autres Jack Bieder, se rendaient sur place à peu près au même point de vue pour reprendre donc ce même motif-là qui est très intéressant parce il est à la fois, il y a comme cette espèce de ligne sinueuse des maisons, il y a le cap qui est vraiment massif. Donc, ça permet de faire un travail expérimental vraiment particulier. Donc, c'est un motif assez complexe, mais on voit qu'il est très bien maîtrisé donc, par Maurice Colonne, qui est à la fois un dessinateur incroyable et un coloriste aussi qui parvient à rendre les choses de façon assez majestueuse. Donc, une vue à peu près de la même époque, donc du littoral sous le Cap Diamant. Donc, si vous remarquez bien le cap, là, on voit un peu l'espèce de même morceau de roche donc, qui apparaît avec la végétation, les arbres qui s'y accrochent, les berges derrière. On voit aussi les cordes à linge. Donc, ça nous permet d'avoir un regard plus factuel donc, sur ce sur quoi Maurice Colonne avait posé son regard. Et ben, à l'époque, en fait, il y a plusieurs bacs ferries ou traversiers qui se promènent. Donc les gens traversaient aussi en chaloupe, mais c'était un peu plus rare. On voit aussi les grandes publicités que Maurice Colonne, pour la plupart du temps, a retirées. Donc, ça faisait partie du côté un peu plus romantique, en fait, des peintres, c'est qu'on avait tendance à retirer les choses qui témoignaient de la modernité pour donner un look ancien, donc aux peintures qu'on voulait présenter ou aux compositions qu'on voulait constituer. Donc, un, un autre document de la Keystone View Company qui était très, 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 très populaire à l'époque. Évidemment, l'impressionnisme au Québec peut difficilement faire abstraction de l'hiver, comme vous et moi d'ailleurs. En fait, tout simplement parce que ben, ça constitue, soyons honnêtes, des mois de... À l'époque, ça devait être même début novembre jusqu'à fin avril, dépendamment des régions. C'est encore comme ça, mais les changements climatiques faisant leur effet, on en a un peu moins longtemps maintenant. Mais ce fut vraiment peut-être l'orientation qui a été donnée à l'impressionnisme québécois qui a permis aussi à celui-ci de se distinguer de ce qui se faisait en France. Évidemment, il y a des scènes de neige faites par Monet ou faites par Pissarro, mais c'est généralement une petite neige. Il y a eu des scènes aussi de neige faites en Scandinavie, dont plusieurs des impressionnistes connaissaient aussi des impressionnistes scandinaves. Mais au Québec, l'hiver, son omniprésence, le fait que ce soit un hiver très difficile et qu'il soit finalement aussi associé à des conditions de vie difficiles dans les régions rurales, a permis vraiment à l'impressionnisme québécois de se définir par l'hiver. Et puis c'est devenu, pour certains peintres comme Clarence Gagnon, qu'on va voir tout à l'heure, c'est vraiment devenu la principale orientation qu'ils ont donnée à toute leur carrière.
Je commence ce petit tour de l'hiver québécois par plusieurs scènes. Donc, encore une fois, du Cap-Diamant à Québec, ici avec le bac à partir de Lévis qui se rend vers le traversier, donc qui part vers Québec, de James Wilson Morris qui s'est promené plusieurs fois, en fait, qui a fait vraiment de nombreux allers-retours, autant l'hiver que l'été. Pour venir peindre, bien qu'il était installé à Paris de façon permanente depuis de très nombreuses années. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il va vraiment reprendre, il va s'intéresser à des motifs souvent en les reprenant sous différents formats. Ici, on a un tableau qui est quand même d'assez bonne grandeur, mais il va souvent faire des plus petits formats dans lesquels on a vraiment le sentiment d'être devant lui en train de faire un sketch, donc une esquisse pour un tableau plus grand. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ces tableaux, évidemment, ben, il y a cette espèce de dessin, donc qui est vraiment dessiné avec la couleur qui est assez particulier, la fumée qui vient vraiment prendre le milieu. Donc, c'est vraiment comme la pollution qui rentre dans l'image, c'est assez particulier. Il dessine, donc il n'y a pas nécessairement toujours de traits, c'est vraiment avec le pinceau directement. Et ça va donner souvent un côté plus moderne, donc à ses compositions, dans la mesure où c'est moins, on cherche moins une forme de réalisme, mais ce qu'il va chercher plutôt, c'est vraiment un effet d'atmosphère qui est créé donc par la scène au complet qu'il regarde. Ça fonctionne assez bien. Il va faire un travail moins détaillé, par exemple, que ce que vous avez vu tout à l'heure dans L'Anse des mers de Maurice Cullen. Donc, on sent qu'il y a des bateaux au loin, il y a des personnages, des chevaux, tout ça. Mais en fait, c'est vraiment l'impression d'ensemble qui devient plus intéressante que l'ensemble des petits détails qu'on pourrait nommer. Quand je disais qu'il travaille souvent sur des plus petits formats pour faire des esquisses, donc là, on voit, c'est encore, bon, là, il est sur le traversier vers 1897. C'est lors d'un de ses voyages où il est allé aussi sur la côte de Beaupré. On trouve plusieurs œuvres de la même époque et on voit encore ici, donc, la fumée devient aussi un motif en tant que tel, dans le fond, parce que c'est comme, on ne peut pas en faire abstraction. Et si vous connaissez bien l'impressionnisme français, vous savez que nombreux impressionnistes se sont aussi intéressés aux scènes de guerre dans lesquelles la fumée jouait un rôle assez particulier pour donner une atmosphère différente, donc aux gares à l'intérieur où on voyait cette fumée-là qui était le plus souvent coincée sous les toits. Donc, ils vont jouer aussi avec ces effets d'atmosphère-là et en fait, aussi déprimant que ça puisse paraître, ce qui est fascinant, en fait, c'est la palette de couleurs qui est utilisée, qui est souvent une palette vraiment euh, dans les beiges, les gris, donc les couleurs qu'on retrouve en hiver québécois, lorsqu'il n'y a plus de vert du tout. Et ce travail, donc, sur les glaces avec le turquoise ici qu'on voit, donc c'est une toute petite esquisse, c'est fait extrêmement rapidement, mais on sent vraiment le travail de l'artiste directement sur l'œuvre. Et il y en a plusieurs comme ça dans l'exposition qui ont été prêtés par plusieurs prêteurs, y compris la galerie, le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Les scènes de marché vont être une source d'inspiration constante, autant pour les photographes que pour les peintres qui vont venir à Québec, puisque c'est souvent un endroit où c'est très foisonnant. Pendant très longtemps, en fait, on va s'intéresser à ça parce qu'on va retrouver toutes sortes de motifs qui permettent aussi de faire des expérimentations. Il y a des chevaux, il y a des gens, il y a beaucoup de mouvements, il y a des gens en train de travailler, il y a des couvertes avec des couleurs différentes sur les chevaux. Il y a parfois on traîne des carrioles avec des cochons qui sont comme complètement glacés. Et donc, pendant presque tout le début du 20e siècle, jusqu'aux années 30-40, les peintres vont venir à Québec, vont aller à Ottawa ou à Montréal pour vraiment faire des scènes de marché, dans la mesure où il y a cette activité-là et ce dynamisme-là qui permet de développer des nouveaux motifs. Et c'est très différent, en fait, de cette idée-là de l'impressionnisme qu'on voit, où c'est des grands paysages inhabités. On retrouve aussi beaucoup de scènes urbaines dans lesquelles les personnes sont vraiment présentes et vont vraiment venir jouer un rôle très important. Comme ici, donc une autre scène de rue à Québec, donc une scène de marché faite par encore une fois James Wilson Morris. Donc on voit justement l'organisation de l'architecture à la fin. On travaille sur des formes, c'est très aplati. On va travailler sur des formes avec une seule couleur. On met des petites touches de couleur par-ci, par-là et ça finit par avoir une vie vraiment propre qui est vraiment intéressante. On sent qu'il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer et que c'est un instant donc qui est capté. Mais il y a toutes sortes de petits effets de lumière qui sont mis en valeur dans ce travail-là. La neige qui est déposée sur les toits, c'est vraiment tout en raffinement, bien que ce soit fait quand même assez rapidement. Donc, peindre, en fait,
Les gens pensent souvent que l'impressionnisme, ça se fait directement à l'extérieur. C'est souvent les petites esquisses qui vont être faites à l'extérieur parce que c'est tellement long le temps de séchage entre les différentes couches de peinture que c'est impossible de faire un grand tableau comme ça. Donc souvent, sur ces les plus petits tableaux, les plus petites esquisses, on va retrouver moins de couches de peinture, plus de coups de crayon qu'on voit à l'arrière pour le dessin. Donc ça devient vraiment des témoins importants du travail de l'artiste in situ, donc sur le lieu très différent de ce qui va par la suite ressortir dans les œuvres qui vont être terminées ou qui vont être faites entièrement en studio. Une autre, euh, une autre photographie, bon, qui nous rend non nostalgiques de l'hiver en ce 17 juillet, mais quand même. Une autre scène de Québec. Donc, ce sont toutes des scènes photographiques saisies au moment où les artistes fréquentaient les lieux au même moment. En 1899, c'est Ozias Leduc lui-même qui va prendre en photographie donc la maison de la famille Choquette à Belleuil dans le but donc de produire un tableau par la suite à partir de cette photographie-là. Donc, puisque comme je le disais, on ne peut pas vraiment peindre en extérieur, c'est trop long. Donc, vous allez voir, la version finale en peinture est un tableau absolument magnifique. Là, quand je parlais tout à l'heure de vraiment une certaine délicatesse dans l'utilisation des couleurs pour vraiment transcrire l'impression hivernale où il y a peu de couleurs, mais c'est du blanc, du gris, du brun. C'est vraiment un tableau superbe. Et si vous êtes très observateur, en fait, vous remarquerez que Ozias Leduc joue quand même avec la nature en déplaçant certaines choses. Et là, je vais reculer pour que vous remarquiez le poteau d'électricité qui disparaît, les arbres qui sont décalés et certains petits oiseaux qui s'ajoutent tout près de la clôture. Donc, ça permet de donner un côté plus romantique, disons, à la résidence, donner cette espèce d'impression de ruralité dans laquelle la modernité de l'électricité ne s'est pas encore incrustée. Donc, bien que ce soit donc des peintres qui ont quand même une facture souvent assez réaliste, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être retirées. Et d'ailleurs, ça va faire partie, certains des peintres impressionnistes vont être amis ou proches de peintres qui vont par la suite devenir des membres du groupe des Sept et ils vont peindre ensemble et dans des conversations, en fait, il va souvent être question de dire, ben, de la part du groupe des Sept, ce qui nous différencie des impressionnismes, c'est le fait que nous, on n'essaye pas d'enlever, entre autres, les choses modernes. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui est plus moderne, on va le laisser là, alors qu'eux vont tenter d'effacer le tout pour revenir à une espèce d'état pittoresque du paysage québécois qui n'aurait pas été encore envahi par la modernité. Donc, on joue là-dessus, mais j'ai l'impression aussi que c'est peut-être tout simplement une commande, parce que, bon, on s'entend, ça vient un petit peu balafrer la photographie, ce poteau de téléphone ou le poteau électrique en plein milieu de la scène. Il fait partie, donc, je vous ai montré tout à l'heure les foins, donc c'est le deuxième tableau de cette même série, celui-ci étant l'hiver. Maurice Collen va faire plusieurs grands tableaux au début de sa carrière, entre autres cette scène du port de Montréal qui est vraiment magnifique et qui est immense, dans laquelle on reconnaît vraiment les différents éléments donc, du skyline de Montréal qui sont encore présents aujourd'hui. Mais quand je parlais tout à l'heure de cet intérêt des impressionnistes pour les fumées, c'est une des choses qui va ressortir de cette composition-là. De même que les effets donc d'atmosphère, quel effet ça va avoir sur la lumière ambiante et sur les couleurs ambiantes. C'est vraiment un exercice de style impressionniste parmi probablement les plus réussis, dans la mesure où on voit vraiment que l'espèce de couche nuageuse qui vient enfermer la fumée, comme on peut avoir parfois durant l'hiver, ça va vraiment donner cette espèce de teinte mauve, bleue, particulière à la ville derrière. Il y a un peu de jaune, donc c'est mauve et or. C'est vraiment une or particulière. Le fleuve qui a sa propre luminosité. Et finalement, ben, l'espèce de petit sable qu'on voit, gravier qu'on voit au premier plan. Donc, c'est vraiment une composition qui est à la fois très frontale, c'est-à-dire que c'est vraiment le skyline de Montréal avec le Mont-Royal derrière. Et ce travail-là, justement, sur l'atmosphère qui prend finalement toute la place, puisque ben, la ville, elle reste, c'est un alibi, là. Ce qui l'intéressait, c'est vraiment le ciel et l'impact donc des nuages et de la fumée sur cette vision d'ensemble du port de Montréal.
Marquerel de fois, Suzor Côté va faire quelque chose d'un peu semblable, mais non semblable en même temps, parce que deux journées d'hiver peuvent avoir une luminosité complètement différente. Donc, cette fois-ci, c'est plus tardif un peu. Non, en fait, celle-là, c'est avant 1914. Celle-là de Colin était de 1915. Et on voit encore ici ce travail-là sur l'atmosphère, les couleurs qui vont ressortir de cette atmosphère lourde d'hiver dans lesquelles il y a beaucoup de fumée, il fait froid, il y a des nuages. Donc, on a vraiment un travail de raffinement très impressionnant. Puis on voit vraiment bien le coup de pinceau plus impressionniste dans ces tableaux-là, qui est moins, qu'on voit parfois moins bien, mais qui est assez affirmé dans ces deux compositions-là. Donc, les scènes de ville sont plus rares chez Suzor Côté, plutôt être tournées vers la région d'Arthabasca. Mais ça, ça fait partie des grands tableaux qu'il a produits là, au cours de sa carrière. Donc, je passe vite sur, sur certains tableaux juste pour vous les montrer, mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est que c'est pas un très grand format, mais on voit en fait vraiment bien le travail de la peinture sur la surface, on voit comment que ça a été travaillé, comment c'est craqué, les petites touches qui sont mises à différents endroits pour faire des effets de lumière. Donc, dans cette tempête de neige, et Colin va faire de nombreuses scènes de tempête de neige dans les rues de Montréal dans lesquels on voit disparaître les infrastructures de la rue, les magasins sur les côtés. Puis on dirait que tout ce qui reste, c'est cette espèce d'ambiance-là de neige avec les lumières qui filtrent au travers. Donc, c'est fascinant de voir qu'on sent qu'il y a une lumière juste au-dessus des deux personnages qu'on voit ici et qui vient se répercuter sur la neige au sol qui est très, très blanche, puis qui va comme les éclairer du dessus. Donc, on voit tout le travail qui a été fait avec la peinture sur les épaules pour vraiment donner l'impression de cette lumière qui vient par le dessus. C'est assez fascinant, en fait, toutes ces expérimentations-là. Puis, c'est d'autant plus fascinant quand c'est des esquisses que c'est moins travaillé, puis il y a presque, je veux dire, il manque peu de choses pour il y ait des endroits dans cette œuvre-là qui soient littéralement de l'abstraction, où c'est vraiment simplement la peinture qui est appliquée pour elle-même. Le motif disparaît vraiment rapidement. Lorsqu'on commence à se concentrer sur différents endroits, ce sont des œuvres qui sont tout petites, mais généralement vraiment fascinantes à observer parce qu'elles nous disent beaucoup de choses sur la façon de travailler de l'artiste. Une de mes artistes préférées, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de faire une rétrospective sur Henrietta Mabel May, une femme artiste de Montréal qui a fait partie de ce qu'on appelle le groupe de Beaver Hall, donc une scène urbaine de 1913. Il y a plusieurs tableaux de Mabel May dans l'exposition. Ils sont quand même difficiles à voir et dans la mesure où probablement beaucoup de tableaux sont encore dans des collections privées et sont chéris par les collectionneurs et donc on n'en retrouve pas tellement dans les grandes collections encore, mais celle-là, elle montre vraiment bien là, son niveau de maîtrise de ces sujets-là urbains, des scènes urbaines, avec tout le dynamisme, le mouvement que ça implique, et aussi, encore une fois, ce traitement-là de la fumée avec une longue, longue rue en perspective, et puis qui va finir par vraiment fondre dans la fumée, puis on sent qu'il n'y a vraiment plus rien qui reste. Donc, cette espèce de travail-là sur la neige aussi qui est assez singulier qu'on va retrouver un peu semblablement chez James Wilson Morris, qui est une source d'inspiration pour plusieurs de ces artistes-là. Donc, lorsqu'on les regarde dans l'exposition, on est capable de faire des liens dans la façon de traiter les visages. J'aime beaucoup les visages sans identité, comme on voit chez plusieurs, dont Mabel May, Helen McNichol aussi va le faire, James Wilson Morris. Donc, ce sont des personnages, mais qui sont pas faits pour être tellement humanisés, mais vraiment pour être une présence. Et c'est vraiment le cheval et cette longue perspective-là qui deviennent le centre de la composition. Le cheval avec qui a comme qui s'en va dans une direction qui est opposée à là où la perspective mène notre œil. Donc, ce sont des tableaux qui sont d'une grande complexité et qui sont absolument fascinants. Une autre scène, cette fois-ci par Robert Pilot. Robert Pilot, c'est un peintre qui est un peu plus jeune que la première génération des impressionnistes. Son beau-père était Maurice Cullen et donc il l'a accompagné, il a travaillé avec lui très tôt. Il a été intéressé par la peinture et ce qu'il fait dans les années 20, début des années 30, c'est absolument fascinant comme cette scène-là, donc encore une fois, de l'arrivée du bac à Lévis avec les petites lumières de l'autre côté près du Cap Diamant. Donc, le travail aussi sur les glaces qu'on voit sur le fleuve en train de dériver avec les différentes couleurs.
Et ces personnages-là, encore une fois, sans identité, les chevaux avec leur couverture, les carrioles, c'est à la fois, c'est comme une composition en deux plans qui est vraiment intéressante. En bas, on a l'impression de voir une scène qui pourrait sortir d'un âge vraiment loin dans le passé. Et d'autre part, il y a le bateau qui est là avec sa fumée, encore une fois, qui est vraiment un signe d'une transformation de la vie sur les bords du Saint-Laurent, puisque jusqu'aux années 1910 environ, il y avait toujours la possibilité de traverser l'hiver à pied sur le Saint-Laurent parce qu'il gelait suffisamment. Et à partir de 1900, ouais, c'est à peu près 1910, le Saint-Laurent va commencer à être dragué pour permettre le passage de transports plus substantiels. Et c'est à partir de ce moment-là, donc, que le pont de glace va commencer à être trop fragile pour l'hiver et donc vont se mettre en place les ferries avec des horaires plus faciles et qui facilitaient la vie de tout le monde, en fait, et qui permettaient un transport plus productif là, avec les différents matériaux et tout ce qu'on avait à traîner d'un côté à l'autre de la rive pour justement s'en aller probablement au marché de Québec. Un petit tableau absolument merveilleux de Ozias Leduc, Paysage au crépuscule, qui est un petit tableau qui est dans la collection de Monsieur Pierre Lassonde de 1910, dans lequel, en fait, c'est vraiment une étude d'atmosphère, donc de lumière de fin de journée, où on voit la petite maison avec la petite lumière, la lune, entièrement d'une grande délicatesse et beaucoup de raffinement dans cette petite composition-là, qui est un long dégradé avec la neige et le ciel avec cette petite bande habitée au milieu. Et quand je pense, en fait, quand je vois une œuvre comme ça de Ozias Leduc, j'ai de la difficulté à ne pas penser à Jean-Paul Lemieux, puisqu'on a souvent ces genres de grands paysages avec le ciel, la neige, puis quelques petites choses qui vont apparaître ici et là. Donc, on voit qu'il y a toujours eu cet intérêt donc des peintres dès le début du 20e siècle pour justement ces grandes étendues de neige québécoises qui donnent un visage vraiment particulier au paysage qu'on peut voir un peu partout dans les régions du Québec. Et ça, c'en est un exemple vraiment frappant. C'est un tableau vraiment tout petit, mais absolument magnifique, qui est dans une salle dans l'exposition qui est entièrement consacrée à Ozias Leduc. Donc, c'est plusieurs tableaux vraiment intéressants qui sont mis ensemble aussi avec de la poterie de la même région du Mont-Saint-Hilaire. Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté, qui, de son côté, pour sa part, je ne vais pas dire de son côté, pour sa part, était plutôt situé dans la région d'Arthabasca, qu'on appelle aujourd'hui les Bois-Francs, donc tout près de Victoriaville, et qui, donc, en 1920, va produire cet après-midi d'avril-là. Il va s'intéresser pendant toute sa carrière aux rivières en train de geler, des scènes de dégel. C'est quelque chose qui va être assez fréquent chez plusieurs peintres. Maurice Colonne va faire un peu la même chose. Clarence Gagnon aussi. Ce sont des scènes qui les intéressent parce que la lumière est extrêmement changeante, parce qu'on trouve des éléments liquides, des éléments solides. Donc, il y a énormément de dynamisme dans cette nature-là. Et ça devient des scènes, en fait, qui sont intéressantes à capter justement pour tous les effets qui sont en changement, donc l'ombre des arbres, le soleil qui se déplace, la journée qui est courte mais qui allonge. Donc on voit un peu la terre avec les herbes qui ressortent, la neige qui commence à fondre. Et ce tableau-là va être acquis en 1920 parmi les 4 premiers tableaux qui vont être achetés par le gouvernement du Québec pour ce qui va devenir par la suite la collection nationale et qui va être, dans le fond, va devenir la base de la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est un tableau qui, à l'époque, est acheté de façon très contemporaine et qui est vraiment emblématique là, du style de Suzor Côté dans son traitement des paysages de sa région natale d'Arthabasca. Avec, si vous remarquez là, en haut, on voit toutes ces petites taches de bleu dans la forêt à l'arrière-plan, ou le ciel avec les cabanes. Donc, il y a vraiment énormément de richesse de coloris dans une telle scène. Et certaines de ces scènes, qui sont la rivière Nicolet, entre autres, euh, qu'on a dans la collection OM&Back sont pratiquement des scènes abstraites dans la mesure où le motif va complètement être évacué au profit d'un travail sur la texture de la peinture, sur les couleurs, sur la façon dont la lumière change. Et c'est vraiment un travail d'expérimentateur fascinant. C'est probablement le plus expérimentateur de tous. César Côté. Il va aller très, 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 très loin dans son travail avec la matière picturale comme telle, quitte à refaire parfois le même motif ou la même scène ou reprendre le même paysage
quelques fois pour le retravailler de façon différente à chaque fois. Donc, c'est un artiste fascinant avec une carrière extrêmement prolifique. Une des œuvres peut-être les plus surprenantes de Clarence Gagnon, Le Train en hiver, j'ai parlé tout à l'heure de cette fumée, mais Clarence Gagnon nous a plutôt habitués à des paysages dans lesquels on est vraiment dans un espèce de paysage immémorial de Charlevoix. Clarence Gagnon, la première fois qu'il voyage dans Charlevoix, c'est au tout début du 20e siècle et il va vraiment avoir un coup de cœur pour cette région-là avec le sentiment donc qu'il y a énormément à peindre étant donné les montagnes, le littoral, la vie qui est assez particulière, les petites communautés qui sont isolées. Donc, il y a vraiment tout l'intéresse, bien que lui-même soit natif de l'île de Laval, donc au nord de Montréal. Et il va y revenir de façon très fréquente. Et en 1913, il va exposer pour la première fois ses peintures de Charlevoix à Paris, où il réside presque tout le temps. Et ça va être un très, très grand succès avec ces scènes-là, avec les montagnes bleutées. Et il faut savoir que Clarence Gagnon euh, faisait des photographies, faisait des esquisses, faisait des dessins, mais plusieurs de ses tableaux de Charlevoix ont été peints dans son atelier à Paris. Parmi les citations les plus intéressantes de Clarence Gagnon que j'ai lues dans ma vie, il y a une citation dans laquelle il dit que, il est tellement obsédé par Charlevoix que, puis ça c'est cité textuellement, même à Paris, Charlevoix défile sur mon écran. Donc, il y a quelque chose de complètement une autre époque, mais qui nous fait penser à aujourd'hui. Donc, cette espèce de visualisation-là constante de quelque chose qui nous a frappé. Aujourd'hui, défile sur un écran devant nous, ça veut dire quelque chose de totalement différent. Mais c'est intéressant de penser donc à cet artiste-là qui est très loin et puis qui revoit sans cesse des paysages qui l'ont intéressé. Et il va voyager en Suisse aussi autour du lac Léman, à Genève, à Lausanne. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que des fois, les montagnes de Suisse ressemblent à celles de Charlevoix et vice-versa. Donc, il y a vraiment une obsession où ça va devenir le motif ou le sujet de presque toutes les peintures qu'il va produire pendant le restant de sa carrière. J'en ai parlé tout à l'heure un peu de Jean-Paul Lemieux et ces grandes étendues de neige avec le ciel qui a une couleur juste un petit peu différente et ce train-là qui arrive en plein milieu et qui fait irruption un peu comme dans celui de Clarence Gagnon. On a l'impression d'un paysage, il n'y a absolument rien qui se passe et tout d'un coup, le train arrive avec toute sa modernité et sa rapidité. Là, je me rends compte que je parle trop comme d'habitude, donc l'heure file extrêmement vite. Donc, je vais essayer de vous présenter les petites diapos qui me restent assez Ne rondement. t'inquiète pas. Je regarde, je suis comme genre, ah, wow, il était 57, super. Voici deux œuvres de Marc-Aurèle de Foix, Suzor Côté. Donc, le pastel que vous voyez à droite est dans la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Et le tableau que vous voyez à droite, le tableau, est au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa. Et donc, ce sont des tableaux qui sont très intéressants. Dans l'exposition, on a fait une section sur les paysages qui sont comme en sortant de Montréal, donc les régions de Saint-Eustache, les Laurentides, mais aussi le sud de Montréal, incluant des portraits des communautés autochtones qui ont été faits dans des réserves, soit près de Montréal ou près de Trois-Rivières, à Wallinac, entre autres. Donc, on a ici une jeune fille métisse, si je me rappelle bien, d'origine iroquoise, qui aurait été de la réserve de Wallinac et que Marc-Aurèle de Foix, Suzor Côté, aurait pris pour modèle. Évidemment, il y a toute une analyse qu'on peut faire là, avec le fait qu'elle tient une pomme. Donc, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles on peut spéculer abondamment. Mais ça reste que c'est peut-être un de ses portraits. César Côté est un paysagiste incroyable, mais c'est aussi un portraitiste de très, très grand talent. Et dans ces deux œuvres-là, en fait, on voit deux dimensions de son travail qui sont assez différentes, mais qui sont tout aussi spectaculaires les unes que les autres, c'est-à-dire son travail du pastel c'est un maître du pastel, c'est merveilleux. Et puis en plus, ce tableau peint, donc avec le fond, tout ce qui est le tablier de la jeune femme, les clairs-obscurs sur son vêtement, le regard qu'elle porte sur nous, la pomme dans sa main, le cadre qui est hallucinant aussi. Donc, Sudor Côté faisait quand même assez régulièrement venir des Autochtones de Kaknawaga dans son studio, mais il s'est aussi basé probablement sur des photographies aussi pour faire des portraits.
Donc, ça reste assez mystérieux, mais c'est peut-être un des plus beaux portraits et qui prend encore plus de sens maintenant aujourd'hui quand on pose un regard vraiment différent donc, sur ces portraits d'Autochtones, donc en les revoyant vraiment dans un contexte différent avec des nouvelles approches postcoloniales qui ne sont plus vraiment nouvelles maintenant, mais qui continuent quand même à modifier nos façons d'aborder ce type de corpus-là. Dans les salles d'exposition, on les a mis en relation avec ces petits objets perlés vraiment très intéressants de la collection du Musée de la civilisation à Québec qui étaient des petits objets qui étaient donc fabriqués par des femmes Mohawks et qui s'en allaient à Montréal par la suite pour les vendre, donc qui étaient disponibles pour les touristes. Donc, on voit des fois c'est l'année, des fois c'est écrit Coquinawaga. On retrouve toutes sortes de choses, des petites fraises ou des tomates pour planter des épingles, des petites pochettes pour mettre des bijoux, vraiment toutes sortes de petits objets perlés comme ça qui étaient abondamment là, vendus soit pour des touristes ou pour des personnes qui étaient intéressées à posséder ce type d'objet-là. Donc, vraiment un artisanat autochtone qui était très présent en ville et qui aussi, d'une certaine façon, explique pourquoi il y avait aussi la possibilité d'avoir accès à des modèles, puisque ben, les gens étaient en contact les uns avec les autres assez aisément. Et puis, il y en a vraiment beaucoup d'autres dans l'exposition. Là, j'en ai mis seulement quelques-uns. Et dans le catalogue, le texte sur ces objets-là et en général sur la présence autochtone dans l'exposition est signé par Carla Hemlock, qui est une auteure et artiste Mohawk aussi et qui travaille encore, qui est une artiste actuelle et qui travaille vraiment dans une perspective aussi de réflexion sur l'histoire de la culture visuelle Mohawk. Donc, c'est fascinant de lire le texte en plus en connaissant aussi son travail que je vous invite à aller découvrir sur Internet. Carla Hemlock, vraiment extrêmement intéressante. Henrietta Mabelmé, une scène du littoral autour de Montréal, donc le tricot, qui est un tableau qui peut faire penser à Eileen McNichol, mais c'est Henrietta Mabelmé, où on voit toutes ces femmes donc, qui sont vraiment centrées sur le travail, en train de tricoter ou de coudre parfois. Et dans le catalogue, c'est Samantha Burton qui signe l'essai sur Henrietta Mabelmé dans lesquelles elle fait vraiment le lien entre le type de travail qui est mis en valeur dans ces représentations-là. Donc, des femmes qui sont en train d'avoir une activité intellectuelle et physique autonome, donc travail vraiment manuel. Et l'effort de guerre, en fait, qui était demandé aussi aux femmes, puisque à l'époque, le fait de coudre ou de faire du tricot, des bas ou toutes sortes de vêtements, de pièces de vêtements qui pouvaient par la suite être envoyées au front pour aider donc les hommes qui étaient partis à la guerre. Donc, il y a vraiment sous les dehors très pittoresque et plutôt champêtre, en fait, de cette œuvre-là, il y a vraiment un sous-discours politique et un sous-discours social qui est très, très, très élaboré et assez intéressant. En plus que l'œuvre est vraiment magnifique là, par toute l'application des couleurs, le travail, des textures aussi, des vêtements. La femme à gauche, sa posture, le dos, le bras, moi, ça me fascine complètement. Là. On sent vraiment, on est exactement capable de reproduire la même posture tellement qu'elle est vivante et qu'on sent que c'est une posture réelle et non pas une posture posée. Donc, il y a vraiment une œuvre superbe là, d'assez grand format encore ici. Parmi les choses qui sont les plus visitées, donc les attractions les plus visitées, évidemment, il y a la chute Montmorency qu'on va retrouver autant dans la culture qu'on voit artistique de la peinture, la culture picturale que dans la culture photographique. Donc ici, je vous ai mis une photographie d'un photographe assez professionnel, là, Harry Sutcliffe et sa famille à la chute Montmorency. Donc, on en retrouve comme ça énormément dans la collection du musée McCord. Et on en retrouve aussi au musée McCord, une chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a des albums photos de riches touristes américains, entre autres, qui avaient les moyens de se faire des tirages aux platines de riches touristes qui venaient et faisaient le tour du Saint-Laurent, visitaient les différentes régions et prenaient des photographies tout au long de leur périple. Et donc, on retrouve quelques-uns de ces albums-là. Donc, c'est absolument fascinant autour de 1895 jusqu'à 1920 environ. Je passe rapidement sur certaines autres photos.
Donc, Alice Desclés, La place du marché, 1924. C'est une artiste britannique qui a séjourné au Québec peu de temps, mais dont les œuvres, dont une des œuvres fait aussi partie des quatre œuvres qui ont inauguré la collection nationale achetée par le gouvernement du Québec en 1920. Et plusieurs scènes comme ça de la place du marché à Montréal, là, avec toute cette espèce de vie particulière qu'on y trouve et d'interaction entre autant les animaux que les personnes. Une scène de Henrietta Mabelmé, donc de femme fabriquant des munitions en 1919 dans une usine, encore une fois avec un traitement presque pointillé, c'est vraiment très intéressant. Une autre scène de Mabelmé, compétition de voile de 1914. Une scène qui est abondamment reprise autant dans la culture picturale que dans la culture photographique. Il y a d'ailleurs plusieurs photographies de Edith Wharton qui sont exactement des scènes comme celle-ci de William Bremner, donc la femme au métier, qui parle aussi en fait de la disparition d'un travail manuel fait par les femmes à la maison au profit de grandes industries textiles qui vont se mettre en place dans les villes puis qui vont vraiment employer de nombreuses personnes, y compris dans des grandes villes comme New York, des enfants. Donc, c'est vraiment une transformation économique qui est en train de se faire et un autre donc de ces métiers traditionnels qui va disparaître au profit de la ville, que les impressionnistes veulent saisir, veulent capter, veulent figer dans le temps à travers les œuvres. Et pour terminer, une petite scène, donc une fenêtre ouverte vers un paysage fait par Osias Leduc, ou encore là, on est tout en raffinement, en introspection aussi avec Osias Leduc, une capacité donc à peindre des scènes qui sont extrêmement significatives, voire mystiques, tout en étant vraiment dans une économie de moyens assez fascinante. Donc voilà, ça fait ça fait le tour. J'ai pas trop dépassé finalement. Ça fait le tour de ma présentation pour ce soir. Donc, je vais prendre des questions si vous en avez avec grand plaisir, puis je vais arrêter de partager. Mais si jamais vous avez besoin de référer à quelque chose, on pourra le faire aussi. Anne-Marie, merci beaucoup. Nous avons eu une question. Quelqu'un a demandé quel propose le numéro de toile dans l'exposition qui vient de la collection McMichael. Et c'est une très bonne question parce que la réponse, je pense, c'est un seul tableau de Robert Pilot vient de la collection McMichael. C'est une partie de notre collection. Nous ne sommes pas forts tableau québécois. Donc, tout don euh, de tableaux de cette époque sont très bienvenus quand on cherche à, à faire des expositions qui montrent l'histoire de l'art à travers le pays. Et il nous manque l'histoire québécoise, donc il a fallu emprunter les tableaux très importants. Et en fait, ils sont venus pour la plupart du Musée national des beaux-arts de Québec, le Musée Et de national Ottawa. des beaux-arts à Ottawa, et aussi des tableaux qui sont venus de tout à travers notre pays. Donc, c'est un très beau moment à la Galerie McMichael en ce moment, mais ce ne sont pas les tableaux de notre collection. J'ai vu le restant de la question. Ce sont pas. Ben, en fait, il y a quand même une part de collections privées, mais on parle ici de grandes collections privées là, comme Power Corporation. Mais pour la majorité des tableaux, je pense, vient de collections publiques. Donc, les GEO, Art Gallery of Ontario, Musée des Beaux-Arts du Canada, Musée des Beaux-Arts de Montréal, Musée des Beaux-Arts du Québec, probablement Oui, je dirais peut-être deux tiers. Ce Hamilton. sont Ouais, des collections des musées à travers le pays et un tiers sont venus des collections particulières. ouais, exact. Ben, écoutez, Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir partagé Merci à votre vous. profonde expertise avec nous ce soir. Je vous ai entendu donner cette présentation en anglais au vernissage de l'exposition et c'était encore mieux de l'entendre dans votre langue Oui. maternelle.
À notre public virtuel, merci beaucoup d'être avec nous. Si vous n'avez pas encore vu cette exposition à la Galerie McMichael, je suis convaincue que vous êtes maintenant inspiré de ne pas tarder à prévoir une visite à Kleinberg pour voir cette très belle exposition. Et après votre visite, n'hésitez pas à acheter le catalogue comme beau souvenir de votre voyage sur le Saint-Laurent. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à tous Merci. et bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.